Là, il y avait une épicerie, là, il y avait un café, là où la Maison Blanche avec les... Il y avait une boucherie, traiteur. Un peu plus loin, juste après l'église, bah, il y avait un commissariat de police à l'époque et le presbytère juste à côté. Mais bon, je suis contente qu'on l'ait pas rasé, cette église, pour faire n'importe quoi à la place. Pourquoi qu'on ferme des églises? Pourquoi ce lieu, quoi? Parce que c'était quand même des lieux de baptême, des lieux de mariage, des rassemblements de gens. Et ça change parce qu'on n'a plus les sons de cloche, les gens. Le matin, on était réveillés avec les sons de cloche. Et puis c'était vraiment une belle musique, quoi. C'est un bruit qu'on n'entend plus. Alors de temps en temps, Sylvanie le fait sonner. Et tout de suite, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais, je suis un petit peu ému. La première fois que j'ai rencontré Saint-Louis, ça a été le lieu du rêve. Il y avait une lumière incroyable. Donc je découvre ça comme si le temps s'était arrêté, dans cette nef qui était à l'abandon depuis 9 ans, avec vraiment dans son jus, comme si l'humanité avait disparu quelque part. On n'achète pas une église comme ça. Ça a été presque absurde, tellement c'était complexe. Donc quand je me suis lancé dans cette aventure, la première chose où je me suis identifié, c'est quand j'ai lu sur l'autel du Sacré-Cœur, de part et d'autre du Christ, Amor et Labor, l'amour et le travail. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour un compagnon. Et donc qu'est-ce que je peux investir, moi qui n'ai pas tant d'euros que ça, parce que j'ai de plus précieux, mon amour et mon travail. J'ai appris à comprendre l'essence du lieu, donc la genèse d'une église. C'est tout simplement communion avec la communauté. Et aujourd'hui, comment retrouver ça? Une église qui pouvait accueillir 1000 personnes, qui à la fin n'avait plus que 10 paroissiens, qui était dans un état glauque et triste finalement. Et comment réussir à redonner, à retourner à la source, à la raison d'être du lieu, échanger, partager. Je vais te montrer, là ça y est, les maçons ont fait l'ouverture ici. Ah oui, déjà? On l'a fait, voilà. Ok, tu l'as fait ici alors? Ouais. Ok. Je me rends compte maintenant, avec la restauration de la nef, Ouais. que finalement, ces cubes voilà, commencent à gêner un peu. Et en me disant, c'est tellement dommage quand elle va être entièrement immaculée, de ne pas pouvoir profiter de ce volume. Et je me disais, j'essaierais bien de les déplacer. Les gens qui rentrent par ici ne se rendent pas forcément compte de la verrière. Parce que c'est vrai que ce cube est assez présent à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit en premier quand on rentre. L'idée même du projet, c'est garder cette entité publique qu'est l'Église, cette entité urbaine qui a structuré tout le quartier. Ça, c'est fondamental. Et de pouvoir conserver ces bâtiments-là, c'est fabuleux, parce qu'on conserve aussi l'histoire d'un quartier. Malgré qu'on la reconvertisse en bâtiment culturel, ça restera toujours une église. Il y aura toujours une apparence d'église. Mais le geste qu'on vient faire dans l'église, et ça c'est très important, il ne peut pas être dans une continuité cultuelle. Il doit pour moi s'afficher
comme un geste nouveau et assumer cette reconversion. Moi, je prends plutôt le parti d'avoir des lignes qui ne découlent pas du bâtiment pour assumer un geste et dire bon, ce geste-là, il ne fait pas partie de la même époque que le geste original de l'église. Il y a eu une constante dans le projet dès le départ qui s'est affirmée, c'est la destination des lieux. C'est qu'on avait autant besoin d'espaces de travail, d'espaces de vie, que d'espaces de culture. Et ici, on a exactement 3 espaces qui sont définis par la nef centrale et les 2 nefs latérales. Et qu'on va venir, sur un vaisseau latéral, créer le pôle accueil et vie, avec les lieux d'échange et de rencontre, le café culturel. Et sur l'autre vaisseau latéral, côté ouest, ça va être le travail. Une cité d'art et métier. Et la nef, elle, devient la rue, le lieu public, le lieu autour duquel tout s'anime et les rencontres se réalisent. Ouais, Poisonnière Galto, ils ont bien purgé. Ouais, c'est super. Non, c'est bien. Donc reste la clé en haut qui est descendue. Mais bon, Ouais, mais de toute façon, maintenant que c'est hors d'eau, il n'y aura plus de soucis. Il y a 1 journée et demie de boulot rien que pour faire les plâtres. Si tout va bien, si je ne redécouvre pas d'autres surprises, normalement, ça devrait être bon. Hein. Et après, ça sera que de la petite finition de lézarde et de choses pareilles. Et puis après, une fois sec, ça va aller vite, un coup de badigeon. J'ai bien compris qu'ici, rien ne pourrait se faire sans la valorisation de son environnement. En fait, il ne peut grandir Saint-Louis qu'avec son environnement. C'est sa raison d'être. Et donc, comment aujourd'hui ouvrir les portes, le rendre utile. Et le problème dans le quartier, on a bientôt 4000 personnes, 40% des plus de 15 ans qui sont sans diplôme et qui sont déscolarisés. Et ici, on a l'outil qui pourrait leur permettre de se raccrocher à un point d'horizon. Mais sinon, c'est très très rare. Hein. C'est pas comme le ciment. Bon, là, il est bien. Hein. Il est pas mal. Hein. Ouais. Ça colle aux outils. Voilà. Donc vous allez là. Et puis on y va. Hein. Il y a un sens dans les couteaux, souvent. À force au travail, souvent ils sont concave ou convexe. Vous choisissez toujours le côté convexe, c'est-à-dire le côté rond. Vous regardez avec votre œil. On bourre bien. On insiste un peu. Non mais je le dis, mais c'est pour après. Bien à plat comme ça. Hein. Bravo. Et tu reprends le mou. Tu fais comme ça. Ah, c'est bien. J'ai pas envie qu'ils deviennent des plâtriers. S'ils veulent le devenir, c'est super. Ça veut dire que j'aurais vraiment fait mon travail encore plus que prévu. Mais le but du jeu, moi, c'est de leur faire découvrir ma passion par le biais de ce chantier école, de l'église Saint-Louis. Et par ce biais-là, eux, peut-être avoir une envie de faire comme moi, mais n'importe quel métier ira bien, hein, du moment qu'ils ont le sens du travail. C'est très important. C'est vraiment le travail, le savoir-être et le savoir-faire. Et pour leur donner du baume au cœur et du cœur à l'ouvrage, je leur dis, mais oui, mais un jour, vous reviendrez ici et puis vous pourrez expliquer à vos enfants ou à vos cousins ou à vos oncles et tantes ou vos grands-pères que vous avez travaillé dans l'église, que vous avez refait la réfection des voûtes et pourquoi vous l'avez fait pour que ça redevienne un lieu culturel. Et votre lieu, donc, Tourcoing, Centre, c'est là. Voilà. La Fondation Treillis Espérance soutient ce qui se passe ici parce que c'est une activité pour nous d'intérêt social. La proximité, comme dit le pape François, aux périphéries de la société, pas simplement les périphéries géographiques, mais
toutes les zones où on est dans la précarité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une précarité sociale, une précarité psychique, une précarité culturelle, bon, tout cela, ce sont des objectifs pour nous. Mais très profondément, ce que nous cherchons à vivre à travers tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer en relation. Et je crois que l'espérance, elle est là. Oh non, j'ai adoré. Oui, la vibration vraiment nous traverse. C'est juste magique. Et on la sent chanter. Elle arrive vers nous. Cette onde, comme tu dis, c'est un tiers, c'est ça? La tierce mineure. Un tierce mineure. On a la note principale, le sol, et il y a la tierce mineure si bémol qui est exactement la même note que celle-ci, qui ressort bien ici. Tu la sens vraiment dans tout ton corps, tes organes. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ouais. On refait chanter l'âme du lieu. C'est chouette. Alors avec Thomas, on s'est rencontrés, ça fait bien 5 ans maintenant. Tu avais 9 ans? Ouais. Donc Thomas, c'est un jeune du quartier qui un jour a sonné à ma porte. J'étais au bureau, ça faisait 1 an que j'étais là, en pleine journée. Et il me dit, je suis l'apprenti carillonneur de Tourcoing, je sais que vous avez des cloches, je voudrais en faire le diagnostic. Et très insistant quand même, hein. Donc je l'ai un peu... J'ai dit qu'on ne débarquait pas chez les gens comme ça à l'improviste et qu'il fallait d'abord téléphoner, prendre rendez-vous, se présenter. Et il a bien retenu parce que le lendemain déjà, il me téléphonait pour convenir d'un rendez-vous. Et finalement, c'est lui qui m'a transmis cette passion. Parce que j'ai toujours apprécié les cloches sans vraiment les comprendre. Et aujourd'hui, les faire revivre. Donc voilà, il m'a apporté cette sensibilité parce qu'il était déjà passionné à l'âge de 9 ans. Puis ta carrière se construit dans cet univers, ton rêve, de toute façon, ta vocation. C'est quoi dans l'univers des cloches, être fondeur de cloches et campagnologue. Voilà. Le docteur des cloches.
La dernière fois que je suis rentrée dans l'église, c'est pour l'enterrement de ma maman. Après, ça a fermé. Et puis après, bon, bah, on était malheureux. Il n'y avait plus ce cachet de l'église. Alors on regardait l'horloge, mais l'horloge, elle ne bouge plus. Mais c'est bien, elle revit, mais ça reste quand même notre église. Il y a toujours elle n'est pas dépaysée. J'aurais préféré que l'église continue, quoi. J'aurais préféré que ça soit toujours une église que ce soit un entrepôt. Ouais, parce que maintenant, quand ils font des autres églises, c'est des églises modernes et elles ont des drôles de formes, elles sont pas belles. Hein. Pas du tout, moi, c'est une belle église. Hein. Bah, c'est vrai. Je suis arrivé ici en toute humilité, passant tout petit à l'échelle de ce bâtiment et de son histoire. Dans le compagnonnage, l'adage principal, c'est servir, sans jamais se servir ni asservir, mais seulement servir. Et donc, ici, il y a une règle d'or, c'est que tout ce qu'on fait doit être réversible. C'est ce qui permet d'oser, c'est le respect. Et donc, tout ce qui est construit dans le lieu, il est fait de façon autonome et indépendante. Donc il n'y a pas de trou dans les murs, c'est des constructions dans la construction, parce que peut-être dans 50 ans, les gens auront besoin d'un lieu d'amour où l'on peut prier. Il faut que ce soit possible, c'est-à-dire du jour au lendemain, j'aimerais pouvoir permettre cette réversibilité. J'ai eu aussi la volonté de ne pas m'engager si l'église était dénaturée. C'était pour moi inimaginable de retirer un tel ouvrage, à savoir qu'il a coûté le maître-autel 1/6 du prix de la construction globale. Autant le meuble que l'immeuble ont été créés l'un pour l'autre. Je ne pouvais pas les envisager dissociés. Et c'est beaucoup de contraintes, parce qu'aujourd'hui, je me dois avant tout, je parle de travail, de vie et de partage, mais il ne faut pas oublier que pour savoir où on va, on doit surtout savoir d'où on vient. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'âme du lieu et la mémoire du lieu. Et pour moi, c'est très important de préserver ça, de l'intégrer dans le projet, d'adapter finalement, de construire le projet par rapport à ça. Voilà, j'aime beaucoup dire aux gens qui viennent, attention, l'ancien patron est toujours présent. Bienvenue dans notre association L'Essence du lieu. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux passionnés. Vous avez donc Jean-Marc Boel, qui est guitariste, et Pascal Périse. Ce soir, ces deux saltimbanques en paix et très heureux de vous faire partager cet instant dans ce lieu magique où flotte le parfum de la très belle âme de notre amie Sylvanie. Dans un coin de ma mémoire, tu marchais au hasard, changeant parfois de trottoir. Moi, plongé dans le brouillard, je n'avais rien à croire, je t'ai suivi dans mes chaussures noires. Oui, je me suis fait miroir pour croiser ton regard. J'ai servi d'accessoire pour ta robe du soir, me rapprochant d'ardard de tes grands boulevards. Tu as arpenté le bitume à une allure manquasse et soufflé, bien trop fragile pour un homme qui fumait. À présent le regretter, j'avais plus de jus, je manquais de sucre pour assurer la filature. Ma vue était beaucoup moins sûre et mes jambes n'avaient plus 20 ans. Mais dans un coin de bas. Donc j'ai voulu voir cet orgue-là parce que
Si on peut le faire remercier un jour, le refaire fonctionner, ça serait formidable. Imaginez-vous jouer du Bach et pouvoir écouter ça, un concert d'orgue. Non, mais ça sera... Surtout l'acoustique, c'est incroyable. C'est incroyable, ça résonne, c'est formidable. Donc j'aspire un jour à mettre ça en route. Enfin, on aspire. Jean-Maurice, Sylvanie, tous les bénévoles, ils aspirent à faire ça un jour, mettre tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de dégâts dans l'église quand même. Il faut réparer d'abord. Et puis après, le rêve se réalisera quand on va pouvoir écouter quelque chose de formidable. Chercher un organiste qui joue ça, et là, on va être aux anges. Et là, je pense qu'on pourra se revoir et dire, voilà, ben, un rêve de réaliser. Moi, je pense que c'est important qu'on définisse le Phare Lab justement dans son rôle, qu'est-ce qui l'accompagne. Saint-Louis, on a un laboratoire, alors aujourd'hui la vocation socio-culturelle depuis le début du projet doit être bien définie parce qu'il a autant un rôle social, patrimonial, économique, parce que aussi c'est important, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir être pérennisé finalement et être exporté? Il n'y a pas de recette. Saint-Louis, c'est un prototype, mais il ne peut pas être fait ailleurs de la même façon. Et à chaque fois, on a un contexte différent et chaque reconversion va créer un nouveau modèle. C'est ouvrir le champ des possibles pour d'autres lieux, oui. D'autres églises qui pourraient servir d'ici comme exemple. Comme tu disais tout à l'heure, tu transmets ce que tu as pu essayer ici et pour que le Phare Lab puisse le développer sur d'autres édifices en péril. Je pense que dans ce regard sur les églises qui vont fermer, il y a une dimension pascale, c'est-à-dire de mort et de résurrection. On va mourir à quelque chose, on va mourir à nos habitudes, à la messe tous les dimanches dans un certain nombre d'églises, mais on va pouvoir revivre autre chose avec la dimension sacrée, parce que le sacré, c'est pas forcément dans une église où il y a encore le culte. Le sacré, il est dans les relations entre les gens. Et si un lieu qui est chargé d'histoire, comme une église chargée de la foi des familles qui ont construit parfois cette église, qui l'ont animée, qui l'ont fait vivre, si cette histoire, elle se poursuit autrement, en unissant d'autres personnes, c'est vrai qu'on aura dû vivre, on aura dû accepter un abandon, mais on se tournera vers l'avenir. Et être chrétien dans ce monde, c'est essayer d'agir ensemble vers le bien commun. Je m'étais donné 15 ans pour y arriver. Ça fait 6 ans que j'ai commencé. Je suis à mi-chemin. Le rêve, c'est que ça me survive. On est là pour retransmettre, la retransmission. Et cette retransmission, c'est la base même de l'humanité. C'est ce qui reste de nous et qui va vers l'autre. Je sème cette graine, je dois l'arroser. Et je rêve qu'une chose, c'est qu'elle arrive à maturité pour me survivre et continuer. Et qu'autour, d'autres gens en prennent conscience et se l'approprient quelque part. Et que ça fera un bel arbre. Et donc, je dois continuer.
Je dois être un homme qui plante des arbres. Et donc la suite, c'est Saint-Gérard. Et donc ce mouvement va se perpétuer. Et donc voilà ce nouveau projet, Saint-Gérard. Comment sauver le clocher Saint-Gérard en essayant de reproduire, mais différemment, ce qu'on a fait à Saint-Louis.